Bien, nous sommes de retour sur le plateau de Village Semences. Vous continuez à communiquer avec nous, @villagesemence, @stop-intox sur Twitter. On va refaire un tour de table rapide. Le sujet du jour, c'est pourra-t-on encore manger des fruits et légumes français demain? J'en parle avec Jocelyn de Saint-Raymond, qui est le directeur de l'association nationale Pomme-Poire, avec le président d'Interfel, Laurent Grandin, qui est juste là, avec un producteur, fondateur, avec d'autres. Ce sont des coopératives, hein, c'est ça? Oui, c'est la base. Des coopératives qui sont réunies, c'est ça? Oui, je me trompe pas? À la base, une union de coopératives, oui. D'accord. Christophe Belloc, fruticulteur, président de l'OUEL, et Alexis Roux de Bézieux, le roi de l'épicerie. Causse, ça s'appelle Causse. C'est joli d'ailleurs. Causse, parce que Causse, c'est bucolique, c'est champêtre, ça fait penser à quelque chose de joyeux. Et d'authentique en même temps, c'est l'authenticité. Bien, je vais vous rappeler quand même 2-3 chiffres. Nous parlons de la production des fruits et légumes en France. 75 000 entreprises, je parle sous votre contrôle, hein, 75 000 entreprises, 450 000 emplois directs, donc 250 000 saisonniers. On a dit qu'on avait le problème tout à l'heure des exonérations de cotisations sociales sur les saisonniers. La France est le 4e producteur de fruits et légumes en Europe, derrière l'Espagne, derrière l'Italie, et ce qui est contre-intuitif, parce qu'on est quand même un peu à l'Est, derrière la Pologne. Que faudrait-il aujourd'hui en matière de politique publique pour que les engagements soient tenus? L'enjeu, c'est bien celui de la souveraineté alimentaire sur ces productions. Ce sont des productions particulières, hein, fondées sur la saisonnalité. Est-ce que les politiques publiques, Monsieur le Président d'Interfel, sont suffisantes aujourd'hui? Pour être clair, le président de la République était ce matin sur le salon, parle de ses engagements en matière européenne. Qu'est-ce que vous attendez de lui précisément? Alors, on attend 2 choses fondamentales. Le premier, c'est un soutien important à la recherche, parce que les échéances agroécologiques, et on voit bien, par exemple, dans la pomme, qui a fait un travail remarquable avec les démarches de type agro-environnemental, ont permis quand même de stabiliser la consommation nationale à un haut niveau. Donc c'est important, on ne pourra pas faire de transition agroécologique sans transition économique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on facilite l'accessibilité de nos produits, et en particulier pour les 20% à peu près de la population qui ont une difficulté d'accès réel à l'alimentation fraîche en général et aux fruits et légumes en particulier. Et là, il y a 2 voies possibles pour nous. Il y a soit une baisse de la TVA sur les fruits et légumes frais. Elle représente combien? 5,5%. Est-ce que vous croyez qu'à 5,5% on fait la différence? Et quand vous avez des gens qui sont à 1 € par jour dans leur budget, ça peut avoir un effet important. La deuxième solution, c'est éventuellement de faire ce qui a été fait par la CPAM il y a quelques années, hein, par l'assurance maladie, c'est de distribuer pour ces populations des bons d'achat. Parce que je rappelle que pour les fruits et légumes, il y a un intérêt collectif à agir. Il n'y a pas que l'intérêt de la filière à vendre ses fruits et légumes. Il y a un problème d'enjeu de santé publique qui est fondamental. Alors, vous avez raison, les Américains sont moins naïfs que nous le sommes. Aux États-Unis, il faut le rappeler, il y a un programme qui s'appelle le Farm Bill, qui est un programme pluriannuel de soutien à l'agriculture, mais pas à l'agriculture chilienne, argentine ou européenne, non, à l'agriculture américaine. Et les États-Unis, le gouvernement fédéral distribue notamment ce qu'on appelle des food stamps, c'est exactement ce que vous évoquiez. C'est-à-dire ce sont des bons de consommation en direction de populations qui en ont besoin, qui sont des populations socialement défavorisées. Et donc c'est au fond une politique extrêmement orientée, extrêmement protectionniste. J'ai l'impression, Jocelyn, qu'en Europe, quand on voit ça, on dit va des rétros, Satanas, enfin, le marché doit être libre et la circulation des produits non faussés. Mais nous sommes les derniers à mener ce type de politique. Alors, en Europe aujourd'hui, clairement, c'est anti-européen, si on regarde le modèle de développement. Nous ne devons pas, et d'ailleurs ça se retrouve dans le modèle d'achat public, et c'est assez contradictoire entre l'injonction publique qui veut plus de qualité, plus de proximité, et finalement le modèle d'achat public sur les denrées alimentaires qui est essentiellement dirigé par le prix. Donc ça, c'est une petite... Alors pour ce qui nous concerne, c'est une petite part du marché, c'est pas forcément énorme. Ce qui est important, je pense, par rapport à ce qu'a dit le président de la République ce matin, qui dit « Nous ne pouvons pas accepter d'importer des produits qui n'ont pas été développés avec les mêmes règles que les nôtres. ».
Je pense qu'il parlait vis-à-vis de l'Europe. En Europe, il faut également qu'on soit très vigilant. Nous n'avons pas d'harmonisation sociale, nous n'avons pas d'harmonisation fiscale. Et sur les règles de production phytosanitaires, nous n'avons pas les mêmes règles. C'est le feuilleton, hein, c'est le feuilleton. Ça fait des années, même des dizaines d'années qu'on entend parler des conditions de production différenciées. On ne va pas forcer les Polonais à changer leur modèle social. Pardon, mais en Pologne, le SMIC, il est à 500 €. Et il est hors de question de le doubler. Le gouvernement polonais reste souverain dans ce domaine. C'est-à-dire, il y a beaucoup de promesses, au fond, mais je crois qu'il faut passer à la suite. Soit on reste dans l'Europe, mais c'est une Europe qui est effectivement harmonisée, parce que les conditions de vente sont à peu près égales, mais quand les conditions de production, les conditions sociales de production et les conditions fiscales ne sont pas les mêmes, le marché est totalement comment dire, déséquilibré. Le marché est d'autant plus déséquilibré aujourd'hui que le développement de la production polonaise se fait par un subventionnement par l'Europe du développement de nouveaux vergers, de nouvelles stations. Aujourd'hui, on pourrait simplement penser que simplement avoir accès au marché unique, avoir des conditions sociales et fiscales préférentielles est un avantage suffisant pour développer la production polonaise, mais non, on va les financer, et quasiment à hauteur de 80%. Et aujourd'hui, si je reste sur l'exemple de la pomme, la Pologne est presque devenue le deuxième producteur mondial et en passe de passer devant les États-Unis, à doubler sa production en 10 ans, passer de 2,5 millions de tonnes à 5 millions de tonnes, sans marché en face. Et quelle est la conséquence? C'est clairement un déséquilibre structurel de la production de pommes en Europe et un déséquilibre sur les marchés. J'aimerais avoir le point de vue de votre voisin Christophe Belloc, puisque vous exportez des produits en France, des pommes notamment en Asie. Est-ce qu'il y a des politiques publiques orientées vers la production de fruits et légumes dans ces territoires? Alors, si on peut exporter, déjà, il faut que la France ait des accords commerciaux avec les pays. Hein, donc, l'essentiel, c'est de maintenir des politiques. Alors, on a un accord avec le Japon, je crois, qui a été signé il y a peu de temps. Oui, on ne va pas vendre beaucoup de fruits au Japon, c'est un marché très spécifique. Pourquoi? C'est un marché où le fruit est un cadeau très cher et il y a quand même un protectionnisme assez élevé. Mais on a l'Indonésie qui s'ouvre avec un marché de population, une grande population. On a l'Amérique du Sud qui se développe, l'Afrique subsaharienne avec des grandes villes, le Nigeria, toute l'Afrique de l'Ouest, où on peut vendre des fruits français. On fait de la qualité. On a des structures. Une structure comme l'OL, avec 250 producteurs, peut exporter dans 80 pays. On manque encore de structuration des filières. Hein. On a, en dehors de notre entreprise, la concurrence a du mal à se structurer. Mais aujourd'hui, la compétitivité sur ces marchés est très importante. Et si on ne s'attaque pas à ce problème de compétitivité, nos enfants mangeront des fruits allemands ou polonais. Qui sont nos grands concurrents sur l'export? Alors, le premier grand concurrent européen sur l'export, c'est l'Italie. Jusqu'à présent, c'était notre seul... Avec des productions de qualité? Avec des productions de qualité dans le nord de l'Italie, le sud Tyrol en particulier. Ouais. C'est une grande région de production européenne et surtout, c'est une structuration très forte. C'est 4 ou 5 grosses coopératives qui sont plus grosses chacune, 4 fois plus grosses que la plus grosse française. Donc ils ont structuré, les politiques publiques sont uniquement orientées sur le regroupement, sur les fusions, pour avoir des outils économiques performants. On ne peut pas aujourd'hui aborder la distribution qui demande des fruits 12 mois sur 12. On ne peut pas aborder l'exportation avec la compétition mondiale si on n'a pas des entreprises fortes. Le petit producteur isolé et dans son terroir a intérêt à se structurer. Oui, pour exporter, M. Grandin, pour d'ailleurs s'adresser de façon générale au marché, il y a la question de la massification. On a des marchés de masse aujourd'hui, on est sur des mass markets. Donc, une des conditions de l'efficacité, c'est probablement la taille. C'est le modèle d'organisation en filière notamment. Quand je reviens au discours du président de la République ce matin, il a beaucoup parlé des filières. La question se pose dans l'industrie, elle se pose aussi dans le secteur agricole. Il y a des secteurs de l'agriculture en France qui sont plus avancés que d'autres. Votre projet à vous, comment le décririez-vous? Il y a deux types de questions qui se posent. Il y a une question qui se pose au monde économique, hein, qui est celui des entreprises. Et là, on n'interagit pas au niveau de l'interprofession.
Par contre, l'interprofession représente la totalité des familles qui distribuent, qui produisent, qui transforment des fruits et légumes au niveau des stations fruitières. Et donc, on peut créer les facilités, on peut accompagner les mouvements, on doit créer les conditions et lever les obstacles à la consommation, nous, des fruits et légumes. Bien évidemment, pour l'exportation au niveau mondial, il faut des entités qui aient la capacité d'offrir, dans certaines particularités, des volumes suffisants. Donc, c'est tout à fait dans l'objet du regroupement. Maintenant, pour satisfaire le marché français, il n'y a pas forcément besoin de cette taille-là. Et suivant les produits, les notions peuvent être très différentes. Mais vous regardez à l'extérieur des frontières, non? Bien sûr. La France est un marché, évidemment, votre premier marché naturel, mais il n'est pas suffisant, non? L'équilibre, on le dit pour la pomme très clairement, il repose en grande partie sur la capacité à exporter. Et bien sûr, la filière ne se substitue pas aux opérateurs commerciaux, mais est en soutien des structures commerciales à l'international. On accompagne, on a une commission internationale au sein d'Interfel qui appuie toutes ces démarches et dont font partie d'ailleurs l'essentiel des entreprises dont vous venez de parler. Bon. Maintenant, spécifiquement sur la France, il est clair que la question de la structuration et de la consommation, elle se pose de manière certainement différente qu'au niveau national. J'aimerais, il y avait une arrière-pensée dans ma question, j'aimerais que vous nous parliez des politiques publiques locales, notamment, vous savez que c'est un vrai sujet, de l'alimentation des cantines scolaires ou au-delà d'ailleurs des cantines d'employés municipaux. Enfin, il y a une politique des maires aujourd'hui, ou de certains maires en tout cas, à privilégier les circuits courts. Est-ce que vous en bénéficiez les uns et les autres? Est-ce que vous vous organisez dans cette direction? Alors, bien entendu, dans la filière, on n'oppose ni les modes de culture, ni les circuits. Néanmoins, on a beaucoup travaillé autour de ces questions. On y travaille encore, parce que vous savez que les textes sur la restauration ne sont pas encore sortis. Néanmoins, l'aspect de local, aujourd'hui, exprimé comme tel, est interdit dans les marchés publics. C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Mais l'acheteur peut quand même arbitrer. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut faire de la politique, non? Quand il est utile. Oui, mais il est soumis à un contrôle qui l'amène au pénal. Donc, l'acheteur public, il a besoin de sécurité juridique qui n'est pas établie aujourd'hui pour ce type d'achat. Et donc, une des questions qu'on se pose dans l'interprofession, c'est de se dire, finalement, il serait peut-être naturel que pour les produits alimentaires frais non transformés, il y ait une part de marché qui soit autorisée, on va dire peut-être un tiers, qui ne serait pas soumis aux règles de concurrence classiques, mais qui serait autorisé, plutôt que de faire de la contorsion permanente comme on le fait tous. Il est logique, par exemple, qu'en Andalousie, on mange plutôt du porc local que du porc hollandais ou allemand. Et il est logique aussi que chez nous, on ait, dans nos productions emblématiques, la capacité peut-être de s'arbitrer plus localement sur une part de ces marchés sans remettre en cause les accords mondiaux ni l'équilibre général des marchés. Enfin, il serait à peu près logique et, je crois, intelligent, compris que, je sais pas, moi, dans les écoles du Limousin, au mois de septembre et au mois d'octobre, on mange des pommes, que dans les écoles de la Drôme et du Vaucluse, on mange, je sais pas, des abricots et des pêches, là aussi en septembre et en octobre. Bien, alors, on va rejoindre Théo, qui nous attend pour d'autres questions. Je jetterai un œil, entre-temps, au petit sondage que nous avons fait ce matin, la question que nous vous posions sur les fruits et les légumes, est-ce que vous achetez français? Oui, à chaque fois, de temps en temps ou pas du tout, mais avant de regarder le résultat sur Twitter, Théo nous attend pour de nouvelles questions. Alors, j'ai un internaute qui se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus de fruits et légumes tordus dans les étals? Les moches, ce qu'on appelle les moches, n'est-ce pas? Alors pourquoi il n'y a plus de... Pourquoi il y a... Comment? Pourquoi il n'y a plus de fruits et légumes tordus? Pourquoi tout est parfait? C'est théâtralisé parfois dans les supermarchés. On a l'impression que ça a été fabriqué en série. Alors, c'est une vraie bonne question qui est posée. Bon, il faut savoir que les fruits et légumes sont soumis à une normalisation très précise qui interdit la vente de produits qui ne sont pas conformes
en matière de conformité, en matière de sanitaire, en matière de présentation, à une certaine définition. Néanmoins, et les évolutions des techniques de culture vont certainement nous y conduire. On doit réfléchir aujourd'hui peut-être à une évolution de cette normalisation pour permettre, pas forcément les légumes tordus, parce qu'on a déjà assez de mal à vendre les produits qui ne le sont pas. Peut-être avant de s'interroger pour savoir si on peut vendre les légumes tordus, quel est l'intérêt fondamental, mais peut-être d'accepter dans le temps, parce que les modes de culture, avec une moindre présence des produits d'intervention chimique, vont nous conduire forcément à des produits qui seront moins parfaits d'aspect. Et donc c'est une vraie bonne question de fond, qui est de dire on doit pouvoir faire évoluer cette normalisation pour permettre cette évolution. Jocelyn de Saint-Raymond, oui. Alors, je vais rejoindre ce qu'a dit Laurent Grandin. Moi, je vais juste amener une précision supplémentaire pour nos internautes. Il faut savoir que les fruits et légumes tordus qui ne vont pas être vendus ou consommés en frais ont d'autres usages. Ils vont être transformés. Si je prends le cas de la pomme, nos écarts de tri sont transformés en compote, sont transformés en jus, en concentré, voire méthanisés après pour certaines productions, ainsi de suite, rentrer dans l'alimentation animale pour d'autres. Donc il y a des usages. Les choses ne sont pas perdues, jetées comme on l'entend le plus souvent. Et le gaspillage est extrêmement limité dans notre filière. Je pense qu'elle est assez vertueuse de ce point de vue-là. Christophe Belloc, est-ce qu'en Asie, sur les nouveaux marchés, il faut que les pommes ressemblent à des boules de billard? À Blue Well, on a l'habitude de dire ce qui est beau est bon. Le consommateur a quelques... Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce qui est bon n'est pas toujours beau. C'est vrai, mais on a de toute façon, en tant que producteur, intérêt à présenter de meilleurs produits et des produits qui ont un aspect cosmétique attractif. Le consommateur dans le rayon, il veut de la diversité, mais il a un acte d'achat très rapide. Il va acheter de la pomme française, mais il va acheter de la jolie pomme, il va acheter des jolis produits. Et il faut craindre que dégrader la qualité cosmétique de la pomme baisse la consommation. Attendez, il ne s'agit pas de la dégrader. Il s'agit simplement de respecter le produit. Vous connaissez une chaîne de distribution aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, qui vient d'être achetée par Amazon, qui s'appelle Whole Foods. Whole Foods, c'est une chaîne organique, très chic, c'est plutôt pour les CSP+ américains. Vous rentrez, vous avez un rayon, comme en France d'ailleurs, vous rentrez dans ces supermarchés, vous tombez sur les fruits et légumes, vous avez l'impression que c'est un musée. Vous avez un musée, une exposition de fruits et légumes, ils sont tous plus beaux, plus luisants. Pardon, mais je vais m'adresser à l'épicier. À titre personnel, comme consommateur, moi je trouve ça inquiétant. Alors, non mais... Moi, je vais m'inscrire un peu en faux. Hein. C'est que la pomme cirée ou l'orange cirée d'Espagne, il y a un certain nombre de consommateurs qui s'en détournent. Et alors, il faut que l'aspect cosmétique, comme vous le dites, soit quand même, on ne peut pas vendre n'importe quoi, mais l'imperfection, dans une certaine mesure, ajoute à la naturalité dans la perception du client. Et là, je pense qu'on a eu le fruit et légumes, c'est pas un produit manufacturé. Et ça, j'ai l'impression que sur les 20-30 dernières années, on l'a un peu oublié. Et nous, on a un certain nombre de consommateurs qui ne veulent pas un produit parfait. Ouais. Alors, autre question. Théo, est-ce que Théo est toujours là? Je suis encore là. Un internaute qui se demande, est-ce qu'on peut trouver d'anciennes variétés de fruits et légumes en France dans les étals? Oui, bonne question. Là aussi, permettez-moi de vous faire partager mon expérience de consommateur voyageur. Je suis frappé quand on va dans les pays anglo-saxons, notamment dans le nord de l'Europe et en Angleterre, en particulier en Angleterre, je suis frappé par l'étroitesse de l'offre. C'est toujours les mêmes produits. Il y a peu de variétés, peu de diversité. L'offre en matière de fruits et légumes est extrêmement courte, si vous voulez, quand on compare avec ce qui existe dans chez les distributeurs français, chez les épiciers français. Mais la question là qu'on nous pose, c'est variété ancienne. Ça existe encore ou pas? Ou ça a disparu? Bien sûr que ça existe encore. Je pense que si on prend notamment les légumes racines ou autres, on a vraiment une diversité très importante. Qu'est-ce que c'est que les légumes racines? Tiens, les carottes, dites-moi deux mots des carottes. Alors, je pensais pas forcément aux carottes, mais les carottes, effectivement, vous allez retrouver des carottes de deux couleurs aujourd'hui, des carottes violettes, des carottes jaunes. Alors que pendant des années, on a sélectionné la carotte pour son gustatif et que les variétés auxquelles nous sommes arrivés, c'était des carottes qui étaient plutôt oranges. Aujourd'hui, on retrouve une variété, on va rechercher des variétés anciennes sur le légume.
C'est le cas également sur la pomme. On a le développement de variétés. Aujourd'hui, on a un marché qui apprécie la rusticité, qui apprécie la naturalité. Lesquelles, par exemple? Et par exemple, si on prend une rainette clochard, si on prend une belchard, si on prend... voilà, ce sont des variétés assez anciennes. La reine des rainettes également, la rainette du Canada. Voilà, donc ces variétés-là, elles sont appréciées par le consommateur. Si on va sur les poires, on a des très vieilles variétés. La doyennée du comice, des choses comme ça, c'est des variétés qui ont plusieurs siècles d'existence. Donc oui, il existe des variétés anciennes aujourd'hui. Bon, très bien. Oui, c'est ancien, ça date de quand, tiens, ça? Les poires. Alors, j'ai pas les dates en tête. Monsieur de la Quintini, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, voilà. Le jardinier du roi. Voilà, le potager du roi à Versailles. Oui. Oui, il faut quand même dire que les nouveautés que les producteurs sont en train de mettre en place sont meilleures que les variétés anciennes, vont prendre la place dans le rayon. On segmente pour offrir aux consommateurs du bio, du zéro résidu de pesticides, mais également des pommes snacking, mais également des pommes qui tiennent mieux en rayon, mais également des pommes sur lesquelles ils auront une expérience de crunch et de goût bien meilleure que les variétés anciennes. Oui, monsieur Roux de Bézieux, à vous qui êtes de l'autre côté. Ouais, alors moi, de l'autre côté, en fait... Quand je prends l'exemple de la tomate. Entre la tomate cœur de bœuf qu'on peut trouver en supermarché et des variétés anciennes de tomates cœur de bœuf, ça n'a rien à voir en termes de densité de chair, en termes de tenue, en termes de qualité gustative. Alors oui, elle est beaucoup plus fragile. Elle est beaucoup plus fragile, elle se transporte moins bien. Mais il n'y a pas photo. Et de la même manière, la tomate Merinda, qui est une tomate de Sicile, qui est une tomate d'hiver avec une peau très ferme, c'est un régal. Et donc l'uniformisation... Pour le crunch, ce sont des mots marketing et en fait, le client, il cherche aussi une émotion. Il n'y a pas d'uniformisation aujourd'hui. Moi, j'aimerais quand même rappeler que dans la production française et notamment en verger, on a certainement l'une des plus grandes diversités au monde et en Europe. On a un nombre de variétés exceptionnelles. Donc, vous avez les variétés internationales qu'on peut trouver, les classiques, mais vous avez des variétés rustiques et vous avez toutes ces nouvelles variétés où justement on va travailler sur le goût, mais on va aussi travailler sur notre capacité à produire en respectant l'environnement, avec des variétés tolérantes, résistantes à certaines maladies. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'opposition entre tout ça. Je vais juste apporter une toute petite précision tout à l'heure pour dire que sur les pommes vergers éco-responsables, il n'y a pas de cirage aujourd'hui. Et si vous avez des fruits qui sont brillants, c'est aussi des fruits qui ont été brossés. Donc il n'y a pas de cire sur les pommes que vous retrouvez dans les rayons français aujourd'hui. Qui les brosse? La machine? La machine. Une machine, vous les passez dans une machine qui les... Au moment du conditionnement, elles sont lavées, brossées. Voilà. Très bien. Mais je suis frappé, moi, comme consommateur, avec un peu d'histoire dans la tête maintenant, qu'il y a quand même une diversité, une grande diversité de production et d'offres dans le domaine des fruits et des légumes. Vous parliez des tomates. J'ai connu une époque où les tomates, il y avait une tomate ou deux types de tomates. Il y avait une espèce de tomate allongée. Il y avait une tomate classique. Il y en a aujourd'hui beaucoup plus. On parlait des carottes. On va parler des choux. Enfin, il y a de plus en plus de diversité. Et il me semble que ça, c'est aussi de nature peut-être à répondre. Je me tourne vers vous, M. Roux de Bézieux. C'est aussi de nature à répondre au goût du consommateur aujourd'hui, un peu exigeant et... attentif à la qualité, mais en même temps à la variété. C'est vrai que depuis 5 ans ou peut-être une dizaine d'années, on note un retour des légumes racines, le rutabaga, le salsifis, le topinambour, le panais, des choses qui n'étaient pas consommées il y a une dizaine d'années et qui avaient plutôt une image assez pauvre parce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Le topinambour, c'était typiquement ce qu'on mettait dans les assiettes entre 40 et 45. Exactement. Ça a même duré un peu plus parce que il a fallu un petit peu de temps quand même pour ramener de l'alimentation dans les villes françaises. Ouais. Exactement. Et après, il y a des effets de mode. Ouais. Si on prend par exemple le chou kale, le chou kale, qui est un chou vert très antioxydant qui vient des États-Unis, enfin dont la mode a été développée par les États-Unis, c'est en train de prendre une part de marché en fait dans les étals. On vend du chou kale vert, du chou kale noir. Alors on est à Paris encore une fois. Mais c'est un produit qui, il y a 5 ans, n'était pas du tout sur les étals. Donc il y a une évolution qui est faite aussi par des effets de mode en fait, qui se font au fur et à mesure. Bon. Vous pensez, il nous reste moins de 2 minutes là, pour conclure, est-ce que vous ne croyez pas les uns et les autres qu'on aura réussi à consolider les filières françaises de fruits et légumes qui sont plutôt qualitatives quand on aura rendu leur production accessible à tous,
J'ai l'impression aujourd'hui que ces filières ne sont accessibles qu'aux CSP+, qu'à ceux qui ont vraiment les moyens. Ou alors je me trompe? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le fruits et légumes, c'est certainement la calorie alimentaire la moins chère. Donc il y a une impression de cherté, mais vous avez la possibilité de trouver sur un rayon, par la diversité des origines, par la diversité des modes de production, par la diversité des circuits, de quoi répondre à tous les besoins. Il y a plutôt une problématique de connaissance, d'approche autour du produit, mais pour moi, l'entrée-prix n'est pas un problème aujourd'hui pour consommer des fruits et légumes. On a tous un iPhone dans la poche. Oui, mais ça c'est autre chose. Il n'est pas premier prix. Oui, voilà. Non, il est loin d'être premier prix. Monsieur Roux de Bézieux, les gens qui viennent chez vous, chez Cos, c'est des CSP+, ou il y a des gens modestes? Il y a un peu de tout, mais il y a quand même plutôt des CSP moyennes plus. Mais je pense qu'il y a quand même un problème d'allocation de ressources avec la part du budget des ménages qui est consacrée à l'alimentation. Alors c'est 11% en moyenne. Voilà, exactement. Alors il faut se méfier des moyennes. Hein. Les moyennes, c'est un truc d'économiste, il faut se méfier parce que dans les moyennes, vous avez des gens pour qui l'alimentation doit représenter la moitié de leurs revenus. Les gens qui ont des revenus faibles, probablement consacrent une partie importante de leur budget à s'alimenter. Bien sûr, même si, comme on vous le montrait, le téléphone et la technologie a pris une part significative du budget des ménages, qu'à mon avis, même dans les populations relativement pauvres, ils ne seront pas prêts à sacrifier. Monsieur Grandin, pour finir. Oui, je pense qu'en fruits et légumes, d'abord, il y a une formidable diversité. On n'a pas parlé de toute la gamme des fruits rouges, mais il y a effectivement toute cette diversité qui est en train de venir, qui est considérable. Il y en a à peu près pour toutes les bourses dans les rayons. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la consommation d'une portion de fruits et légumes, si on prend la pomme, la recommandation nutritionnelle, ça se divise le prix du kilo par 7 ou par 8 pour un enfant. Ça veut dire que vous êtes de l'ordre de 30 centimes de la portion sur les prix de détail actuels. En conventionnel. Ça ne fait pas des budgets considérables. Non, c'est très faible. Or, les recommandations générales de consommation des fruits et légumes, c'est à peu près 400 grammes par jour. Donc ce ne sont pas des budgets inatteignables, sauf pour les 20% dont j'ai parlé tout à l'heure, pour lesquels il faut qu'on trouve une formule d'abondement pour les faire consommer. Je défendrai avec vous l'idée des food stamps. Il faut rendre les productions accessibles, y compris à ceux qui sont économiquement défavorisés. Peut-être que le rôle de l'État dans ce domaine, c'est un rôle d'orientation, c'est un rôle de soutien. On n'a pas creusé la question, mais il y a en effet le point des externalités négatives. Ce qu'on paye en matière de santé publique, on ne le voit pas, et pourtant, on le paye. Merci à tous les quatre. Rendez-vous demain sur le stand de Village Semences pour cette émission. Stop Intox, vous vous manifestez, vous continuez de voter, bien sûr. Vous avez été une bonne centaine, tiens, à la question du jour. Quand vous achetez des fruits et légumes français, sont-ils français? Oui, à chaque fois 50%. C'est pas mal, ça commence à être significatif. Oui, de temps en temps 47%, non, jamais 3%, mais vous avez raison, on l'a dit tout à l'heure, c'est parfois très déclaratif. Là aussi, il faut joindre le geste à la parole. Merci et à demain. À l'instant. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du stand de Village Semences au Salon International